FM 103.7. De retour à MAG 360 et c'est le moment de rejoindre un habitué du FM 103.7, notre politologue Benoît Lapierre, pour une chronique d'actualité internationale. Bonjour. Bonjour, Francis. Hey, aujourd'hui, la chronique, on discute des développements survenus dans les quelques dossiers traités au cours des dernières chroniques. Oui, en effet, parce que justement, pour les 3-4 dernières chroniques, il y a eu beaucoup de développement, donc je trouvais que c'était intéressant de donner le suivi de justement de chacun des dossiers qu'on a traités dans les dernières semaines. Et là, on commence notre tour d'horizon aux États-Unis où l'ex-président Donald Trump a été acquis des accusations d'insurrection qui a été portées contre lui. Malgré cela, les ennuis juridiques ne semblent pas terminés pour lui dans l'affaire entourant les manifestations du Capitole le 6 janvier dernier. En effet, Donald Trump a été acquitté au Sénat, par le Sénat le 13 février dernier. On en avait discuté que ça devait être plutôt rapide. Ça a été très rapide. Tout le dossier a été ficelé en moins d'une semaine. Donc, le verdict a été que l'ex-président Donald Trump a été acquitté. Mais quand même, il y a une majorité de sénateurs qui ont voté pour sa destitution, mais il fallait vraiment le 2/3. Donc, le résultat de 57 sénateurs votant pour sa destitution n'a pas été assez pour le reconnaître coupable. Donc, il faut quand même noter qu'il y a eu 7 sénateurs républicains qui ont voté pour sa destitution. Donc, ça, c'était un dossier fini, mais Donald Trump n'a pas fini avec les débats juridiques entourant tous les événements du Capitole, parce qu'il y a un représentant de la Chambre des représentants du Mississippi, Benny Thompson, qui a décidé de poursuivre l'ancien président Donald Trump, mais au civil, pour ses implications justement avec toutes les manifestations du Capitole. Donc, Donald Trump va être poursuivi au civil, mais aussi son avocat Rudy Giuliani, ainsi que 2 groupes d'extrême droite. On parle des Proud Boys et de Oath Keepers, que eux aussi font partie de la poursuite intentée par ce représentant-là. OK. Alors, ensuite, on retrouve en Birmanie pour parler du putsch militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi et a mis fin à une tragédie de transition démocratique de 10 ans quand même. Oui, on a parlé de ça il y a 2 semaines. Et ça, on va rappeler que la Birmanie, c'était un pays qui avait presque tout le temps connu une dictature militaire depuis son indépendance en 1948. Et après ça faisait 10 ans que tranquillement, le gouvernement était dirigé par des civils. Or, on l'a su il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, il y avait eu un coup d'État militaire où il avait enlevé le pouvoir à la dirigeante Aung San Suu Kyi. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu des manifestations pro Aung San Suu Kyi. Il y en a eu un petit peu quand même, pour dire les choses comme qu'elles sont, pour les militaires, pour donner leur appui. Sauf qu'il y a beaucoup de plus de personnes qui sont contre le retour des militaires au pouvoir. Et ça, il y a eu beaucoup de grèves parmi les fonctionnaires. Donc, il y a eu une grève des enseignants, des médecins, des employés de chemin de fer qui sont en grève depuis le coup d'État. Pour répondre à ce mécontentement grandissant, le gouvernement militaire fait beaucoup de répression et on a appris cette semaine que Internet était coupé. Ça, c'était en fin de semaine, mais il y a des coupures d'Internet et la répression semble aller crescendo là-dessus. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que Aung San Suu Kyi, pour l'instant, elle avait juste été enlevée du pouvoir, mais là, il y a eu des accusations qui a été portée contre elle. Donc, ce ne sera pas juste qu'elle va perdre le pouvoir, mais ça se peut qu'elle va se retrouver en prison. Et les chefs d'accusation qui ont été portés contre elle, c'est l'importation de matériel illégal. On parle de walkie-talkie, que c'est considéré comme du matériel militaire. Donc, pour cette raison-là, pour l'instant, elle est assignée en résidence et elle devrait avoir un procès prochainement. Alors, ça brasse en Birmanie. Et là, on s'en va du côté de l'Italie où l'ex-président de la Banque centrale européenne a finalement réussi à former une majorité au Parlement italien, lui permettant d'exercer son mandat confié par le président Sergio Mattarella. Oui, effectivement. Il s'agit de Mario Draghi, qui avait eu la mission par le président italien Sergio Mattarella. Il faut savoir qu'en Italie, c'est pas comme aux États-Unis. La personne qui a le plus de pouvoir dans le gouvernement, c'est le premier ministre. Et le président a plus un rôle protocolaire là-dedans, à part pour 3-4 petits dossiers, normalement comme pour nommer le premier ministre. Donc, lui, sa mission à Mario Draghi, c'était de trouver une majorité au Parlement qui serait d'accord à l'appuyer pour ces mesures. Et ça a été fait, et de manière brillante, on peut dire, parce que Mario Draghi va se retrouver avec la plus grosse majorité au Parlement de toute l'histoire du Parlement italien. Donc, pour faire court, il y a presque tout le monde dans l'hémicycle lui ont donné son appui. On parle du Parti démocrate qui est à centre-gauche,
mais on parle aussi du parti Forza Italia qui est au centre-droite. Et après ça, il a quand même été chercher des appuis plus à l'extrême. Donc, quand on regarde la gauche populiste, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, lui ont donné son appui. Et aussi à la droite vraiment conservatrice forte, lui ont aussi donné son appui avec la Ligue de Matteo Salvini. Le seul parti qui a manifesté son désir de rester dans l'opposition, c'est le Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, que ça, on parle vraiment d'une droite dure, une droite ethnique, donc on pourrait, j'aime pas dire extrême droite parce que c'est un terme des fois qui est galvaudé, mais on peut, dans ce cas-là, c'est vraiment le cas, c'est un parti très très à droite qui a décidé de rester dans l'opposition formellement. Donc maintenant que Mario Draghi a réussi à avoir la confiance de la Chambre des représentants en Italie. Donc, il y aura la lourde tâche de dépenser les 200 milliards d'euros qui ont été donnés à l'Italie afin de pouvoir relancer le pays qui a été très touché par la crise économique qui a suivi la crise de la pandémie de COVID-19 en Italie. Alors, on surveille ça de près. Merci beaucoup. Toujours très intéressant, Benoît Lapierre. Et nous, on se dit à jeudi prochain. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.